Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur cette plateforme, bienvenue au docteur Garnier qui est avec nous pour parler en ce moment assez compliqué, bien sûr, personne sur cette planète ne peut être exempt en tout cas de cet état de stress, peut-être un peu trop exagéré hein, quand même Hervé, je vais dire il y a beaucoup de choses qui sont induites qu'on aurait pu quand même nous préserver. Je vais dire que aujourd'hui, nous allons parler de la pandémie, mais surtout de cette pandémie qui risque de durer parce que les conséquences de ce moment vont être observées durablement sur la santé mentale des personnes. Hein. Oui, oui, bon, comme tu disais, tu m'as présenté docteur Hervé Garnier, effectivement, et je suis médecin psychiatre, donc c'est vrai que je suis particulièrement sensible à la souffrance des personnes, hein, souffrance psychique, hein, je veux dire. Euh, et effectivement, depuis l'arrivée de cette épidémie, là, donc il y a bientôt à peu près un an, hein, donc ça dépend des endroits du globe, hein, mais il y a un retentissement évident sur tout le monde. Hein. C'est sur tous les gens que je côtoie, en tout cas. Alors, je ne peux pas parler de ce qui se passe précisément dans des régions du monde dans lesquelles je ne suis pas allé depuis un an, hein, mais c'est ce que j'observe en tout cas au niveau de l'Europe. C'est aussi ce que j'entends sur d'autres régions du monde. Alors, il y a ce qui se passe, à mon avis, pour tout le monde, et aussi ce qui induit pour les personnes plus fragiles que moi je suis amené à voir au quotidien dans ma pratique professionnelle. Alors, à un niveau général, en tout cas en dehors du professionnel, c'est vrai que on ressent, enfin moi je le ressens déjà personnellement et en discutant avec des amis, etc. Enfin, c'est manifeste que beaucoup de personnes le ressentent et ressentent une forme de, j'aurais envie de dire, de morosité, de tristesse, d'inquiétude aussi, de se demander combien de temps ça va durer. C'est cette ambiance globale. Hein. Là, je ne parle même pas de la maladie elle-même, hein, mais de ce qui est induit par la présence de cette maladie autour de nous, de cette maladie qu'on pourrait attraper, de cette maladie qu'on pourrait transmettre aussi, hein, même si soi-même on n'est pas atteint. Il y a cette inquiétude de transmettre Exactement. à d'autres. Hein. Donc c'est très intriqué, ça va un peu dans tous les sens, c'est très compliqué. Et donc cette morosité, elle est d'une part induite par tout ça, à mon avis, et aussi par les contraintes qui nous sont imposées. Alors, à juste titre, quelquefois, on se dit peut-être de façon excessive aussi. Voilà, mais toujours est-il qu'on ne peut plus facilement voir des groupes d'amis, qu'on ne peut plus facilement voir ses amis, qu'on ne peut plus facilement aussi voir des membres de sa famille. Enfin, je parle aussi pour moi, mais c'est mon cas également. Hein. Voilà, quand on a des membres de sa famille très proches, mais qui sont loin, en distance, même pas très loin, mais on ne peut plus les voir difficilement. Donc, tout ça retentit parce que l'être humain, naturellement, a besoin du lien, a besoin de sa famille, a besoin du groupe. Et ça c'est universel. Hein. Voilà. Alors, en plus, il y a l'impact lui-même de la maladie quand ça peut toucher des proches. Enfin, je pense à des personnes qui ont été touchées. Je pense par exemple à deux personnes que il se trouve que tu connais, Alain, aussi un petit peu, mais je ne vais pas les citer évidemment, mais un couple qui est décédé hein, il y a quelques mois. En tout cas, voilà. Docteur Garnier, nous allons parler de tout cela. Nous avons à peu près pour 1 heure. Nous allons évoquer cela, surtout pour donner quelques billes
quelques idées pour aussi causer avec les gens qui sont en ligne. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez, voilà, c'est plus intéressant d'ailleurs, pour savoir comment faire, comment résister, comment tenir le choc, parce que c'est un véritable choc. Tu l'as très bien, hein, tout l'isolement, l'absence d'interaction, alors que l'être humain est un animal social, c'est un être foncièrement social, hein, et sans ces interactions, c'est pas possible. Et cela ne peut pas se produire sans séquelles. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que nous allons encore voir. Et j'invite donc tous ceux qui nous regardent à partager dans différents réseaux, mais surtout à venir participer à notre incubateur de solidarité, à venir nous apporter vous aussi vos connaissances, vos expériences, vos savoir-faire. Et maintenant, tout de suite, à partager autour de vous, même si vous, ça ne nous intéresse pas, dites-vous bien qu'il y a quelqu'un que ça va intéresser. Et venez donc profiter des conseils du docteur Garnier, venez discuter parce que c'est aussi ça. C'est sur de l'expérience, hein, c'est un petit peu ce qu'il dit au jour le jour. C'est aussi quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, qui parcourt des pays, des cultures différentes, même si depuis un an, justement à cause de la pandémie, il y a beaucoup de privations comme cela. Et je citais comme entre autres l'isolement, l'absence de possibilité de rencontrer des groupes de paix, notamment pour les jeunes. On parlera peut-être particulièrement du jeune public, hein, c'est encore plus difficile. Parce que depuis un moment, docteur Garnier, nous, on a peut-être une concentration, une attention portée sur les personnes âgées, parce qu'il faut les protéger. Mais on oublie que les grandes victimes de ce moment, ce sont les jeunes, parce que le jeune se projette. Demain, pour un jeune, est meilleur. Et c'est cette espérance, c'est cette projection vers demain qui donne envie à un jeune, à un enfant de grandir. Donc, ce sont les plus grandes victimes, ce sont ces jeunes, et encore plus, ils culpabilisent. Tu l'as évoqué tantôt aussi, cette peur de donner la maladie qui nous habite. Et finalement, dans tous les sens, on est vraiment écartelé, docteur Garnier. Moi, je ne sais pas comment on va faire là. Comment on va faire? Oui, non, je suis tout à fait d'accord, hein. Alors, bon, c'est vrai que je trouve vraiment intéressant que diverses personnes puissent intervenir et donner aussi leurs idées, comment ils font. En tout cas, une chose qui ne résout pas l'histoire dans l'immédiat, mais est de ne pas oublier que toute épidémie, on n'est pas la première épidémie, tout le monde le sait dans l'histoire de l'humanité, mais que toute épidémie finit par s'amender, hein. Très bien. C'est important. C'est très important ça. Parce que la plupart d'entre nous, on vit ces moments comme si ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est encore ça la différence entre un adulte et un enfant. Un enfant, il n'imagine pas les choses comme ça, il ne fait pas encore tous ces liens, il ne se projette pas, en fait, je vais dire, sur le plan du raisonnement, comme un adulte qui a une meilleure maîtrise de la causalité. Encore que même les adultes sont un peu en difficulté en ce moment. Par exemple, nous avons remarqué les enfants qui ne voient plus le visage, qui ne voient pas le visage de leurs enseignants, de leurs professeurs. Et c'est grave parce que les enfants interprètent plus les signes, les mimiques, les sourires ou les grimaces sur les yeux, sur le visage des interlocuteurs, plus que leurs paroles. Dans les paroles, les mimiques sont finalement ont plus de signification pour les petits enfants que les paroles. Et ça, c'est vraiment une lacune. Je ne sais pas si on va réussir à rattraper cela même après ces moments. Moi, j'ai envie de dire qu'on pourra. Mais, alors, il y a tout ce que tu dis. Il y a aussi le fait qu'on peut plus, moins spontanément se serrer la main, se prendre dans les bras, etc. Alors, après, je pense il me semble qu'on ne peut pas demander à des enfants. On peut demander certaines choses, mais on peut pas avoir toutes les mêmes exigences que pour des adultes. Comme tu dis, un enfant a besoin il est spontané. Il va nous sauter dans les bras. On peut, à mon avis,
on ne peut pas faire abstraction de cette spontanéité de son besoin de vivre. Hein. Alors après, bon, moi je suis pas épidémiologue, je suis pas virologue, hein, mais on peut pas. Il faut continuer de vivre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il faut continuer de vivre en essayant d'adapter, en essayant c'est- oui, enfin, on est en train d'entendre qu'il faut prolonger la vie et c'est un peu ça qui me dérange quelquefois, c'est qu'il faut prolonger la vie à tout prix, sauver des vies et prolonger la vie à tout prix, mais peut-être au détriment de la vie elle-même. Enfin, c'est la question que je me pose. Hein. Mais oui, c'est un petit peu la question. Elle est très intéressante, cette question. C'est-à-dire que à quoi servirait-il d'éviter la mort si ce n'est pas pour vivre? Et oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, tout à fait. Moi il me semble qu'il faut d'abord vivre. Hein. Moi, la semaine dernière, là, j'ai pu partir quelques jours me promener dans la nature. Pour moi, ça, c'est vivre. Alors, j'ai craint d'ailleurs de ne pas pouvoir partir au cas où, en France, en tout cas, on nous confinait de nouveau. Là j'aurais pas pu partir, mais je n'ai mis personne en danger en partant me promener dans la nature. Je ne me suis pas mis en danger. C'est un exemple, hein, mais parmi des tas d'autres. Mais il faut vraiment continuer de vivre sans faire n'importe quoi non plus. Hein. C'est en prenant les précautions qu'on peut prendre, évidemment. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire. Concernant le travail, par exemple, moi, je tiens à je ne suis pas à risque, hein, donc je suis a priori, hein, je suis pas à grand risque en tout cas. Mais c'est Alors, vrai que oui, la question, excuse-moi. justement, c'est ce qui est intéressant, comment en ce moment, qu'est-ce qu'une maman? J'en profite pour saluer des mamans qui me regardent en ligne, bien évidemment, je salue Chantal Gada, je salue aussi Tanali, ce sont les super fans, ce sont des personnes qui nous aident à partager ce programme auprès de ceux qui en ont besoin. L'idée de notre programme, c'est pas forcément d'avoir des clés à vous donner, c'est vous amener à réfléchir, à repenser, à parler peut-être avec vos enfants, à parler avec votre entourage, à parler avec les personnes pour lever les inquiétudes, parce que la parole demeure en fait le meilleur remède face à toute cette dans ces moments-ci, non, docteur? Oui, oui, tout à fait. Non, non, il faut se parler. Alors c'est vrai, comme je dis, comme tu disais tout à l'heure, je suis médecin psychiatre, donc je vois la tendance de certaines personnes fragiles, hein, à Oui, s'isoler complètement. oui. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et alors, en dehors des facteurs économiques, etc., qui évidemment sont très importants, mais sont essentiels et peuvent amener à de la détresse matérielle et donc psychique. Mais le fait de s'isoler complètement parce qu'on a peur d'aller dans la rue, on a peur en allant dans la rue d'attraper le virus parce qu'on va passer à quelqu'un qui est à moins d'un mètre, euh, c'est ça me semble très dangereux. Quoi. Il faut pas qu'on tombe dans l'excès. Quoi. Euh, j'ai un peu perdu le fil de mon idée, mais En tout cas, ce que nous comprenons, c'est l'idée, c'est il faut éviter les excès, parce que la question, finalement, le fil rouge de notre discussion, en attendant aussi les interventions en ligne, je dis à Florence Nana que sa question est incomplète, qui pose une question, elle peut la compléter. En tout cas, le fil rouge de notre émission, c'est de dire que il faut, à quoi servirait-il d'éviter la mort si ce n'est pour vivre? Et oui, vivre, ce sont les liens sociaux. Vivre, c'est s'isoler, ce n'est pas s'isoler. Je discutais avec une autre personne hier encore, docteur, et nous sommes, et la personne me permettait de remarquer que cette personne me disait, mais oui, c'est vrai, je téléphone moins qu'avant. Alors, en temps de repli, on s'attendrait à voir, par exemple, les réseaux saturés, à voir peut-être des gens utiliser beaucoup plus le téléphone pour s'appeler, pour donner mais des nouvelles. Mais non, mais non.
les gens sont rentrés dans une forme d'isolement, d'auto-isolement d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a une forme de confinement interne qui s'opère chez les personnes. Et c'est ça, je pense que les conséquences psychiques vont être très désastreuses parce que les gens s'auto-confinent, c'est-à-dire ils ne se permettent même plus. Tu parlais tantôt de la nécessité de garder des liens, d'être en lien avec des personnes. Mais ce qu'on remarque concrètement, c'est que le fait d'être un petit peu cloîtré, sclérosé, tétanisé, ne libère même pas ces réflexes que nous avions peut-être avant de téléphoner à une amie, à un cousin, voilà, à prendre des nouvelles. Les gens s'autorisent même plus à écouter de la musique parce que cette torpeur-là, est-ce qu'elle n'aura pas beaucoup de conséquences? Est-ce que ça ne va pas laisser des traces? Est-ce que vous n'aurez pas plus de patients, des psychiatres comme toi, comme tes collègues? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver avec beaucoup plus de patients dans les mois qui viennent? Déjà, on en a beaucoup. Hein. Le taux de suicide est très élevé. Hein. Les violences conjugales, on n'en parle plus. Les maltraitances, il y en a de plus en plus. Et voilà, les médecins prescrivent de plus en plus d'anxiolytiques. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de ce moment, dans les mois qui viennent, dans les années même qui viennent, parce que docteur, je crois, c'est aussi en termes d'années. Hein. Ça ne sait pas, c'est-à-dire que les conséquences peuvent durer longtemps, non? Oui, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont perdu leur travail. Hein. J'entendais parler de. Alors attention, parce que je veux être très prudent et ne pas être catastrophiste, mais j'entendais parler de quelqu'un qui avait ouvert son entreprise, qui était un peu fragile peut-être, mais qui avait ouvert son entreprise, qui a dû la refermer et qui a mis fin à ses jours. Hein. Donc et évidemment, il y a des choses comme ça qui se passent et qui sont dramatiques. Bon, je pense à quelqu'un d'autre, un patient très fragile. Hein. C'est un patient qui a un trouble psychique. Donc on peut parler je vais pas, là je fais pas de la nosographie là, mais qui est schizophrène, hein, qui n'avait jamais été hospitalisé depuis 30 ans parce qu'il avait trouvé une forme d'équilibre de vie. Hein, donc avec une compagne, il avait son lieu de vie, il a son lieu de vie toujours, hein, mais depuis 30 ans, pour la première fois, il a décompensé, il s'est mis à délirer, etc. Et donc, heureusement, sa compagne s'en rendant compte, a pu faire en sorte qu'il accepte d'être hospitalisé. Il a été hospitalisé donc pendant à peu près un mois et demi. Et il va mieux maintenant. Hein, parce il avait tout arrêté, comme tu dis, il s'était enfermé, il pouvait plus aller dans le quartier, aller voir aller prendre un verre quelque part. Enfin, ils s'étaient tous les deux enfermés l'un sur l'autre et il n'était plus dans la vie et du coup, il arrêtait également de prendre ses médicaments, comme si tout devait s'arrêter, quoi. Or, non, et finalement, avec des soins, avec l'aide de sa compagne, avec des soins, etc., il va mieux maintenant. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences qui seront peut-être longues à réparer, mais j'ai envie de transmettre, de rester positif, de rester confiant. Voilà, c'est ça. Même très bien. C'est normal, vous êtes dans votre registre, docteur Garnier, et c'est tant mieux. C'est justement ce que nous faisons. C'est justement pour cela que nous avons cet incubateur de solidarité pour dire aux gens, sortez de vos torpeurs, sortez, quittez un peu votre nombril, regardez le monde continue. Hein. D'ailleurs, nous le disons depuis longtemps que le plus grand nombre de morts n'est pas lié au coronavirus. Bon, pour ceux qui nous écoutent, ils savent très bien ça. Relativisons. Docteur Garnier, c'est ce qu'il essaie de nous rappeler mais je voulais justement dire aux gens, faites attention, parce que ce que tu viens d'expliquer, c'est très important, je vais le reprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu parlais effectivement de ce cas de psychose. Hein. Tu reviendras un autre jour ici pour que nous allons parler essentiellement des psychoses, de la folie, comme on dit chez nous. J'ai dit que, on va en parler un peu de cette approche que nous avons en Afrique de la folie. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement faire une petite parenthèse à partir de ce que tu viens d'expliquer
pour faire comprendre aux gens que tu parlais de quelqu'un qui souffrait de schizophrénie depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que celui que nous appelons en Afrique les fous. C'est-à-dire que ces gens qui marchent dans la rue sans habit. Mais il a été contenu grâce à ces traitements. C'est pour ça que chaque fois nous vous rappelons que tous ces gens qui marchent dans la rue, qui sont abandonnés, qui sont isolés, qui sont qui sont mis à l'écart, ce sont des gens, si on s'occupait d'eux, ils pouvaient continuer leur vie, travailler. Donc, ces gens qui, en Occident, peuvent travailler, mener une vie de famille quasi normale, ce sont les mêmes que nous retrouvons dans nos rues, oui. Abandonnés et souvent violentés, battus, regardés comme un danger. Donc, vraiment, j'attire l'attention. Docteur Garnier reviendra, on parlera vraiment de la folie, essentiellement dans un autre numéro. Mais je voudrais prendre juste cet exemple pour nous rappeler qu'il était en train de nous dire que ce monsieur, ça fait 30 ans qu'il traîne la schizophrénie, il travaille, il est équilibré, mais justement, il a dû décompenser à cause de toute cette ambiance. Parce que voilà, c'est aussi, on peut trouver son équilibre. Et c'est ce que nous reprochons à cette psychose ambiance, pour utiliser ce mot au sens littéral, c'est-à-dire que cette angoisse occasionnée, ce stress permanent dans lequel on soumet les gens, ça pousse des personnes à avoir des comportements désordonnés, même à leur insu. Je veux dire que même intrafamilial, même entre des amis, des gens ont finalement des comportements disproportionnés parce qu'ils sont stressés. Avant de prendre une question en ligne, docteur, oui, peut-être que nous allons en même temps lire. Florence dit que comment devons-nous entretenir les liens amicaux et familiaux sans mettre en danger la santé de tout le monde? Justement, c'est en ligne avec ce que docteur Garnier disait, c'est que j'ai envie de le dire avant qu'il ne réponde lui-même, j'ai envie de dire, débrouillez-vous quand vous voulez, mais ne stoppez pas la vie. Oui, mais faites ce que vous voulez, mais laissez que la vie continue. Parce que notre question, encore une fois, pourquoi, comment, je veux dire, à quoi cela sert d'éviter de tomber malade ou d'éviter de mourir si ce n'est pas pour vivre? Parce que dans l'état dans lequel on est plongé, trempé, ce n'est pas de la vie, ça. C'est-à-dire que cette vie sans interaction, on se méfie de tout le monde, et on culpabilise des gamins. J'ai entendu dans un document qui est d'ailleurs sur le mur, Dr. Garnier, que j'ai envoyé, un gamin de, je sais pas, de 8 ans, je sais plus quel âge il a, qui dit si il faut continuer à porter le masque, il dit à quoi ça sert de vivre, il préfère mourir. Parce que ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et donc, je ne sais pas quelle réponse tu peux apporter à Florence qui se demande comment continuer à entretenir les liens amicaux, familiaux sans mettre en danger, la santé de tout le monde. Oui. Bon, alors, bonjour Florence. Évidemment, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous avez des facteurs de risque particuliers parce que ça, on est obligé d'en tenir compte quand même par rapport à ce virus. Hein. Si vous n'avez pas de facteurs de risque, je pense que vous pouvez. Il ne faut pas, comme le dit Alain, à mon avis, rester enfermé tout le temps et dans tous les cas, de toute façon, il ne faut pas rester enfermé tout le temps et sans voir personne. Ça c'est sûr, parce que là, ça c'est mortifère. Et l'humain et vous, donc aussi, avez besoin d'une part d'avoir du lien avec les autres, et aussi de sortir de chez vous. Hein. On a besoin de s'aérer, de voir les arbres, etc. Hein. Voilà, alors il faut adapter en fonction des facteurs de risque que vous avez et pour les personnes que vous pouvez rencontrer, parce que vous pouvez quand même rencontrer des personnes, même si vous avez certains facteurs de risque, hein, en prenant les précautions. C'est-à-dire peut-être si vous avez des facteurs de risque, d'éviter de manger avec ces personnes en étant, mettons, à 80 cm des autres, hein, pour vous protéger, et protéger d'autres éventuellement à risque. Si vous mangez en étant à 2 mètres de chaque personne, avec des couverts, en mettant pas la main dans tout le monde dans un même plat, hein, ça c'est en ce moment, c'est contre-indiqué, disons. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est allé pour toujours, mais pour le moment, pendant cette période d'épidémie,
voilà. Mais alors, je ne suis pas virologue ni épidémiologue, hein, mais toutes ces précautions qu'on nous demande quand même, comme le masque par exemple, euh, c'est quelque chose qui peut être aidant et qui peut permettre quand même de voir certaines personnes. C'est important de voir d'autres, de voir des proches, de voir des amis. Alors on sait aussi, c'est vrai qu'en Europe, là, actuellement, on est dans une période froide. Hein, on est au mois de janvier, on est en hiver. Donc, c'est plus compliqué de se voir dehors. Mais si on se voit en milieu aéré, aussi, n'oublions pas que le risque est moins important. Mais bon, je ne vais pas redire toutes ces précautions, mais c'est à chacun, comme disait Alain tout à l'heure, de trouver ses solutions. L'important est de maintenir ce lien social, de continuer quand même à minima de voir des proches. Et puis, quand c'est possible, ne pas hésiter à utiliser les moyens techniques, hein, comme ce que propose Alain là maintenant, hein, comme le téléphone ou des choses comme ça, mais en sachant quand même que moi je le ressens très clairement, ça ne va pas remplacer, ça va un petit peu pallier, disons, hein, mais ça ne remplacera pas jamais complètement le, le lien social où on se voit, quoi. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est sûr, il faut éviter de se toucher la main, etc. Ça, voilà, mais sans se toucher la main, on peut très bien avoir un lien authentique avec les personnes. Hein. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, hein, si c'est suffisamment rassurant aussi, parce qu'il faut se sentir rassuré aussi. Il faut se sentir rassuré. Vous le dites, tu le dis très bien, docteur Garnier. L'enjeu de base, c'est la peur. C'est la question de la peur. Et oui. puis, en tant que psychiatre, tu es capable de nous dire les dangers de la peur, comment la peur peut nous amener à des états psychiques, voire à des situations psychiatriques très compliquées. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous rappelle Chantal Ogada, qui est en Italie. Elle nous dit que c'est devenu le quotidien, on dirait une normalité, les suicides en Italie en ce moment et les violences. Il y a trop de peur. Même aller au supermarché, tu as la peur dans le ventre. Justement, la peur, n'est-ce pas, c'est le mauvais, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour un être humain qui a envie de se projeter. Alors la peur, bon, il y a des peurs qui sont justifiées. Hein, mais si je suis dans une voiture à 160 à l'heure et que je sens que je perds le contrôle, c'est une peur normale qui a pour but de nous aider à continuer de vivre, hein, et de réagir. C'est-à-dire, on va ralentir, par exemple. Donc ça, il y a des peurs qui sont salutaires. Bien sûr. Voilà. Mais une peur. La gestion de la peur, c'est ça qui est l'enjeu, la gestion de la peur. Voilà. Si la peur, c'est quelque chose qui nous donne, qui nous pousse à une forme de précaution, à une forme d'attention, mais ce n'est pas la même chose qu'une peur qui nous tétanise, qui nous empêche de vivre. C'est une peur qui nous paralyse, et c'est un petit peu ça, parce que on l'a vraiment ressenti, en particulier au printemps dernier, et encore maintenant, une peur qui nous paralyse et où on ne peut plus réagir, on ne peut plus vivre. C'est une peur qui devient excessive et qui envahit tout le champ de la vie. Alors, ça c'est dangereux et il faut pas la mettre de côté, cette peur. Enfin, pour moi, hein, parce que c'est une peur déraisonnable. Et voilà. Mais peut avoir des conséquences, on est bien d'accord. Bien sûr qu'il y a des conséquences graves, parce que, enfin, qui nous ronge et qui peut nous tuer, qui peut nous pousser au suicide, qui peut nous pousser aussi peut-être dans certains cas à l'agressivité, à en vouloir à d'autres. Tu parlais des couples qui peuvent se déchirer, etc., des violences dans les couples dont on parle moins en ce moment, mais tout ça peut être favorisé par la peur et l'angoisse, hein, c'est certain, mais très souvent les peurs sont déraisonnables et excessives. Hein, Très souvent, effectivement.
J'ai envie de dire, docteur Garnier, rappeler en tout cas ce que tu as évoqué tantôt, hein, c'est que ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'il va avoir une fin. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire que, et peut-être qu'on va donner quelques astuces aussi aux gens, comme le fait de se soustraire aux télévisions, aux médias mainstream. Lorsque Ah vous ouais, avez des nouvelles qui passent, donc il y a des petites choses qu'on peut faire. C'est pour répondre aussi à Florence Dana qui se demande comment il faut faire. Mais vous savez, chacun, s'il se donne, je vais dire, une priorité d'importance. Je vais dire par là dire que si nous nous faisons confiance et nous n'avons pas une peur déraisonnée, nous sommes capables de trouver les solutions face à chaque situation. Bon, elle dit par exemple que la mesure de barrière doit être scrupuleusement respectée. C'est pas tant ce que, si vous voulez, mais ça dit qu'en fonction, ça dit que vous êtes capable d'adapter, de savoir ce qui est bon pour vous. Mais surtout, ce que dit docteur Garnier, c'est qu'il ne faut pas arrêter de vivre. Il ne faut surtout pas oublier, parce que nous avons tendance à le faire, que ce n'est pas la chose, la pire situation que rencontre l'humanité non plus. Voilà. L'humanité a déjà rencontré des pandémies et l'humanité, même en ce moment, vit des situations plus graves. Il y a quand même des maladies. C'est-à-dire que le cancer, le paludisme, pour ne citer que ces deux exemples, font énormément de ravages, mais nous ne nous retrouvons pas complètement paralysés non plus à cause de cela. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre et continuer à vivre. Carole Kéanfé, nous vous saluons en ligne au maire de Bazou qui nous dit justement la panique, l'excès de confinement et la psychose aggravée génèrent le stress qui affaiblit et tue des personnes infectées et non infectées. Justement, voilà donc cet exemple de maire, parce que finalement, les conséquences psychiques, les conséquences sur le plan psychiatrique de ce moment que nous vivons, c'est que finalement, tout le monde paye le tribut, un lourd tribut d'ailleurs, et ce n'est pas finalement ceux qui sont malades. Et c'est même ceux qui n'ont jamais, qui n'ont pas, qui n'ont pas contracté le virus, j'en sais rien. Je dis, tout le monde en passe par là finalement. Parce qu'à cause de cet état, à cause de notre santé mentale est éprouvée de toutes les façons. Tout le monde est concerné finalement. Et c'est ça le problème de la gestion de ce moment-ci. Ce ne sont pas les malades qui finalement posent problème. C'est tout le monde qui pose problème. Et ça va pas. C'est schizophrénique comme fonctionnement, non? Si. Non, mais enfin, alors, effectivement, c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est une épreuve globale hein, qui nous plonge dans cet état d'angoisse débordant et à la limite psychotisant, hein, mais qu'il faut que tous, ensemble, et je suis convaincu qu'on le fera. Hein. Bon, j'ai une nature optimiste sur le fond. Hein. Attention, sans être naïf, hein, parce qu'on sait qu'il y a des choses très difficiles, mais que je suis convaincu que nous tirerons le leçon et qu'on doit travailler à sortir grandi de ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà. Mais évidemment, je suis d'accord avec ce que tu dis, Alain. Oui, pardon. Je laisse d'abord terminer avant de rebondir. Je vous laisse juste rajouter par rapport à l'angoisse d'attraper la maladie ou de la transmettre, hein, qu'il ne faut pas oublier, et ça moi je l'ai bien retenu, que le lien social, l'exercice physique, le fait d'être dans la nature aussi régulièrement, développe, augmente l'immunité personnelle, hein, augmente l'immunité. Donc pour augmenter l'immunité et être bien et mieux lutter même contre le virus, ça conforte le fait qu'il faut absolument vivre. Hein, parce que alors que l'inverse, le fait de ne plus sortir de chez soi, de ne plus rencontrer personne, de ne plus faire aucun exercice, de ne plus aller marcher, diminue l'immunité, donc, hein, à un moment, paradoxalement, nous met plus en danger. Hein. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
il faut prendre, en écoutant Dr Garnier, je me dis, il faut prendre le risque de la vie, quoi. Il faut prendre le risque de la vie. Bien sûr. Un risque à prendre, c'est celui-là. Et de la vie. Et la vie, comme il le dit, c'est de continuer à vivre, à rencontrer des gens, que les liens demeurent. Je salue Micheline Tchatchoua, que nous sommes ravis de retrouver, Marie-Désirée Wanzi Makopa aussi, que nous retrouvons. Je vous salue et je remercie tous ceux qui partagent ce message à travers différents réseaux, surtout ceux qui convient beaucoup d'autres personnes à venir nous rencontrer, venir profiter des moments que nous partageons ici avec différents points de vue, avec différentes connaissances que nous mutualisons ici. Vos interventions en ligne sont absolument pertinentes et nous en avons besoin pour nourrir cette réflexion. Vous le savez maintenant ici, c'est de la co-construction, c'est de la co-éducation, parce que c'est cela qu'il nous faut. Hein. Et merci donc de partager dans vos différents réseaux et de vous abonner si cela vous intéresse, si vous pensez que ce type d'information, vous en avez besoin, de ce que nous produisons ici, ça ressemble à ce que vous avez besoin pour être un meilleur être humain, alors abonnez-vous, d'autres personnes à vous abonner. Je sais qu'on ne fera pas l'unanimité, mais ceux qui sont avec nous, nous sommes absolument contents d'être à votre service. Diffusez pour que notre peuple ait les outils pour se prendre en main. Juste, Garnier, tu venais de dire, tu es optimiste. Moi aussi, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, c'est ça, c'est nous encourageons les gens à l'optimisme. Ça, c'est l'énergie, c'est le carburant de la vie. Mais simplement, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Il faut qu'on dise peut-être aux gens qu'il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Il ne s'agit pas juste d'invocation, comme si c'est une opération qui va se produire comme à Canaan, avec des reproductions de pain ou de... C'est pas la magie, c'est qu'il faut qu'on se mette à l'œuvre. Il faut qu'on fasse que cet optimisme puisse exister. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être optimiste pour permettre que la vie continue. Il faut que nous nous mettons à l'œuvre. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous nous donnons la main. Il faut qu'on puisse se parler. Et puis, il faut qu'on puisse tolérer des choses parce que nous voyons qu'en ce moment, dans la société, moi, je regarde bien l'Afrique chez moi, hein, les gens sont en chien de faïence. Les gens se regardent, les gens s'en veulent, les gens, pour un moindre truc, on en fait tout un plat et donc on ne peut pas atteindre raisonnablement cet optimisme, je veux dire, cet horizon optimiste, si on ne se met pas à l'œuvre pour que demain soit meilleur, il faut travailler aussi. Oui, tout à fait. Moi, il faut refuser de rentrer dans un cercle vicieux et à tout prix aller dans ce cercle vertueux, tout en gardant les précautions hein, dont on a déjà parlé, qu'on ne va pas redire. Hein, et le cercle vertueux de la vie, hein, donc avec tout ce qu'on disait, enfin, de vivre avec le lien social, de faire des choses qui nous font du bien, sans prendre de risques, hein, sans prendre de risques excessifs, parce que le risque fait partie de la vie, bien sûr, mais d'aller dans ce sens vertueux de la vie nous permet d'être vivant et de développer des anticorps et justement de gagner en confiance aussi. Hein, voilà. Je suis très heureux de t'entendre, toi, psychiatre, le dire, parce qu'avec Dr Choco, qui est généraliste, c'est ce que nous avons prescrit depuis de très longs mois à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent. Nous avons travaillé longuement pendant cette campagne de coronavirus sur la plateforme d'urgence solidaire, urgence COVID-19. Nous avons fait des soins à distance, hein. On a soigné des gens qui étaient à l'article de la mort. On a vraiment fait des consultations, des prescriptions à distance. Et par-dessus tout, ce que Dr Choco, qui va nous rejoindre d'ailleurs bientôt, là, pour continuer à proposer bénévolement cette consultation gratuite en ligne, c'est cette capacité de renforcer ses défenses immunitaires. Hein, et que cela passe aussi par le fait de bien dormir, tout simplement, bien se reposer, créer des énergies positives, créer le désir de vie autour de soi. Et voilà ce que Dr Garnier nous dit, donc, le seul fait pour vous de rencontrer des amis,
Bon, par exemple, si vous m'invitez et vous me donnez à manger, je suis content, ça renforce vos défenses immunitaires, vous avez vu? C'est un peu ça, quoi. Donc, si un cas est content de vous. Donc, c'est ça. Il faut continuer à vivre. Ce n'est pas juste faire genre, mais il faut concrètement mettre en place des mécanismes pour que la vie continue. Et arrêter de nous ressasser, effectivement, docteur Garnier l'a très bien dit. Merci au maire de Bazou qui est en ligne, ça c'est à Montréal. Et je salue tous nos amis d'Amérique, tous nos amis d'Afrique. Et puis je voudrais qu'il y ait encore beaucoup plus d'amis d'Afrique parce que j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous à Douala. Les amis de Yaoundé, je les vois moi aujourd'hui. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour vous à Kinshasa, à Libreville. J'aimerais bien connaître comment ça se passe en ce moment au Mali aussi pour pouvoir aussi adapter le discours à quelque chose qui vous concerne et qui vous parle. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur, aux mamans? Bon, je dis aux mamans parce que généralement, les mamans sont plus proches des enfants. Bon, parfois, elles prennent même l'exclusivité des enfants. On leur donne, prenez, allez. Donc, on est juste les à côté. Mais bref, ce que je veux dire, il y a beaucoup de mamans inquiètes, beaucoup de papas, bien évidemment aussi. Je veux dire, comment est-ce que les parents peuvent faire avec des enfants en ce moment? Et après, d'ailleurs, j'aimerais, en me référant au cas de l'Afrique, comprendre quels sont les processus qui peuvent commander à ce qu'une société soit sclérosée, que se construise de façon mortifère. On va y arriver après, mais je veux déjà savoir, cette première partie concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire aux mamans, aux parents? Comment faire en ces temps aux enfants? Quand tu dis ça, Alain, je repense à un témoignage du petit clip que tu m'as envoyé là. Alors, je ne sais plus si c'est un enfant qui dit ça ou si c'est dans la conclusion, mais qu'un enfant s'attend à ce que ses parents et les adultes le protègent, et pas l'inverse. Oui, c'est ça. Actuellement, C'est important. on demande aux enfants de protéger leurs aînés, etc. Bon, très bien, je pense qu'ils l'ont tous compris. Ça, tous ceux qui C'est sont quand dans même la une lourde responsabilité. Hein. En tant voilà, qu'éducateur, ça me dérange. il faut quand même pas oublier il faut quand même pas oublier que c'est ce qu'ils disent ces enfants-là dans ce témoignage, c'est que on doit continuer évidemment au quotidien maintenant de protéger les enfants et que c'est dans ce sens-là que ça va, c'est dans ce sens-là que ça va et donc de commencer par les rassurer. Hein, je pense de les rassurer sur eux-mêmes, sur leur entourage, sur l'avenir, qu'on va en sortir. Hein, enfin que cette épidémie, on va en sortir peut-être plus vite qu'on ne le croit. Hein. Moi, je suis quand même assez confiant en fonction de tout ce que je peux entendre. Hein. On ne peut pas donner de date, hein, mais voilà, comme l'humanité est sortie toutes les épidémies, mais donc de les rassurer. C'est vrai que c'est important de relativiser aussi pour un enfant, parce que comme tu disais, pour un enfant, c'est cette histoire qui dure depuis un an. S'il est petit, il peut avoir l'impression que c'est toute sa vie. Hein. Et, voilà. Et puis de lui rappeler que c'est un enfant et qu'il a ses droits d'enfant, qu'il faut qu'il est essentiel qu'il puisse continuer de jouer, hein, qu'il puisse continuer d'aller quand c'est possible en fonction de ce qui est imposé, mais dans tel ou tel pays, mais d'apprendre, hein, par exemple en allant à l'école, ou s'il ne peut pas aller à l'école à tel moment, enfin d'apprendre, de grandir, voilà, c'est une crise actuelle, mais que la vie continue, quoi, j'ai envie de lui dire, et de jouer avec lui, hein, voilà, d'être confiant. Je pense que la vie continue pour l'enfant. Il y a pas de et d'alléger les choses, parce que cette pesanteur, évidemment, il la sent. Hein. Enfin, c'est sûr que moi, je suis pas épidémiologiste, j'ai du mal à répondre et je veux pas trancher là-dessus, mais c'est le fait qu'un masque soit imposé à un enfant de 7 ans,
enfin, ce témoignage de cet enfant-là, c'est incroyable, c'est quand même extrêmement lourd. Alors, moi, je ne suis pas habilité à répondre, mais je pose la question, est-ce que c'est pas trop, quoi? Est-ce que c'est pas trop quand même d'imposer un masque? Alors, je sais que ça dépend des pays. Il y a certains pays où on a dit on n'impose plus le masque en dessous de tel âge parce que est-ce que les dégâts à un moment ne vont pas être supérieurs aux bénéfices, hein? Comme tu le disais quand même, n'oublions pas que par exemple tu parlais du paludisme, du cancer, enfin aussi des maladies cardiovasculaires, enfin le nombre de morts, le nombre de décès par la nature, hein, par la nature, parce que la vie à un moment s'arrête, hein, pas, ça fait partie de la vie, hein, n'oublions pas, mais le nombre de morts de ces trois causes-là, et je ne sais pas quel est le facteur, mais peut-être 100 fois supérieur ou 1000 peut-être à celui de cette épidémie, enfin peut-être 100 fois. Mais, voilà, donc relativisons, et voilà, surtout pour l'enfant, c'est encore plus vrai pour l'enfant, et de lui transmettre ça, que la mère puisse lui transmettre ça par la parole, par les gestes, par le jeu, et par elle-même, par son attitude elle-même, de rester confiante. J'insiste, je retiens et j'insiste pour ceux qui nous écoutent sur cette nécessité de relativiser. Parce que nous-mêmes, les adultes, on a parfois du mal à relativiser. Mais pour l'enfant, même si vous, parents, vous ne voulez pas relativiser, relativisez face à votre enfant. J'ai envie même de dire, Hervé, il faut dire aux enfants presque, c'est pas votre problème, quoi. Oui. Voilà, arrêtez de vous soucier, c'est pas votre problème. Comme Oui. lorsque les enfants veulent se mêler de tout et on leur dit, c'est pas ton problème. Contente-toi de manger, dormir et de vivre, on s'occupe de toi. Parce que justement, cette tendance à faire que les choses reposent sur le dos des enfants, c'est grave, c'est pas Oui. normal, quoi. Je veux dire, les enfants se sont responsables, alors que, et bien évidemment, ce n'est pas leur problème. Bien sûr, absolument. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est pas leur problème. Un enfant est un enfant. L'histoire là, on ne sait pas d'où vient ce virus, on ne le saura peut-être jamais, mais ce qui se passe, alors est-ce que c'est favorisé par des histoires écologiques, etc. Et qui serait là en tout cas le fait d'adultes, hein, c'est pas le problème des enfants. Il faut préserver l'enfant de ça et lui donner son droit à sa vie d'enfant, avec tout ce que ça implique. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Voilà. Je ne sais pas si des amis, vous avez des questions en ligne, parce que je ne vois pas d'intervention. J'espère que ce n'est pas moi qui ai un souci technique, mais en tout cas, je salue tous ceux qui partagent nos messages en ligne, qui permettent qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de cette réflexion que j'espère aussi beaucoup d'entre vous partagent déjà. Et oui, oui, parce que c'est important que ce réflexe-là soit quelque chose de communément partagé, parce que c'est comme dans ce petit document-là, audiovisuel-là, et il disait, on est c'est-à-dire que ceux qui sont censés compter sur les adultes, on leur fait croire qu'on compte sur eux, alors qu'ils ne sont que de petits enfants qui demandent qu'à grandir. Et ça peut aussi créer des angoisses. On peut avoir des enfants, je pense que vous pouvez recevoir en consultation des enfants qui ont des problèmes de sommeil, ou des enfants voilà, qui juste deviennent peut-être violents parce que tout ce qu'ils concentrent, tout ce qu'ils renferment au fond de lui sort. C'est pas ça, docteur? Alors bon, Pardon? mes collègues reçoivent ces enfants. Moi, je ne travaille qu'auprès d'adultes, hein, mais donc je ne peux pas en parler concrètement, mais j'imagine que mes collègues reçoivent des enfants avec l'impact de tout ce dont nous sommes en train de parler actuellement.
c'est évident, hein, mais bon, je peux pas trop, je peux pas aller plus loin parce que je ne reçois que des adultes, hein. Mais ce que tu dis m'apparaît évident. Alors, maintenant, bon, je pense que nous avons un petit peu fait le tour pour ce qui concerne les enfants et le tour est rapidement fait, hein, parce que le tour en ce qui concerne les enfants, c'est juste de vous dire et de vous redire une fois de plus, dites aux enfants que c'est pas leur affaire, qu'ils laissent tomber et ce n'est pas à eux de trouver la solution pour le coronavirus, ce n'est pas qui se contentent de vivre, qui se contentent d'aller à l'école, voilà, même si vous posez des questions, et j'ai envie de dire, docteur, que Oui. il vaut mieux relativiser et être insouciant que d'être trop soucieux. C'est mieux pour la vie, non? Je dis insouciant dans le sens, parce que je connais beaucoup de gens qui vont dire non, c'est important que les enfants sachent précisément, c'est important que nous fassions bien attention. Mais nous faisons déjà instinctivement attention, docteur. On fait déjà instinctivement attention. Je veux dire, c'est-à-dire, on nous infantilise d'une certaine manière, on nous donne l'impression que nous ne savons pas comment faire pour rester en vie. Alors que l'instinct de conservation, c'est ce qui est inhérent à chaque humain, je crois, non? Moi, ce que j'observe, c'est que il me semble maintenant que dans la vie de la ville, par exemple, enfin, où nous vivons, hein, autour de Paris, mais je pense que c'est général, hein, j'imagine que c'est général, que tout le monde est quand même bien conscient de ce qui se passe et que et, ah, on a le souci qui en soit, enfin, qui a pénétré. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne. Il faut retrouver peut-être une forme de simplicité. Enfin, alors, d'insouciance, je t'avoue, ça me gêne un tout petit peu. Je trouve que je me demande si c'est pas trop, quoi. Mais en tout cas, de spontanéité, j'aurais envie de dire. Je comprends, oui, peut-être une spontanéité, une authenticité. Moi, je Oui, disais, voilà. Bon, c'est peut-être mon côté provocateur, mais je l'assume. C'est-à-dire que je préfère que quelqu'un fasse, c'est comme je dis toujours, je préfère que les gens fassent et fassent mal que de ne rien faire. Donc, si j'avais à choisir, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Donc, l'insouciance, ce n'est pas non plus, oui, il ne faut pas, l'insouciance, si on l'entend comme étant une sorte de je m'en foutisme à faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est un peu, on est également aux extrêmes, quoi. Il faut pas, voilà. Il y en a quand même, hein, je pense, mais rare, hein, c'est très rare, mais et de moins en moins. Et ce n'est pas grave aussi parce que la société est ainsi construite, hein, la société n'est belle que par ses fous, par ses mendiants, par ses forts, par ses faibles. Tout ça, c'est ça qui constitue la communauté humaine. Il ne faut pas non plus pousser des cris d'orfraie parce que, oui, bien sûr, il y a des gens qui essayent d'organiser des soirées, qui essayent, ben, c'est normal. La loi aussi faite pour qu'on tente voilà, de contourner. Hein. Je veux dire, sinon la loi n'a pas de sens. Oui, hein. oui. Voilà. Oui, non, tout à fait. Le monde est fait de tous les extrêmes. Enfin, comme je suis très sensible à ce que tu dis. Enfin, c'est quand tu parles des mendiants, des gens, etc. Et toutes ces personnes nous apportent aussi quelque chose. Enfin, ça peut être encore un autre débat, mais bon, c'est. Je suis d'accord avec toi. Enfin, après, je peux pas m'empêcher de dire que, mais ça ne va pas contre ce que tu dis, hein, mais je peux pas m'empêcher de penser que, même si je les comprends, hein, que des regroupements de 2000 ou 2500 personnes, moi personnellement, je peux pas cautionner ça actuellement. Oui, Hein, bien sûr, c'est un peu un excès quand même. C'est un peu excessif. Dans toute chose, la mesure ne fait pas de mal. Hein. Dans toute chose, la mesure, la vérité se retrouve un petit peu plus vers le centre. Quand on est mesuré en toute chose, c'est toujours le mieux. Oui. Docteur Carole Kayanfé qui nous dit justement que les enfants doivent être protégés et non des protecteurs. Voilà, c'est absolument cela. Ce n'est pas aux enfants d'être des protecteurs, ils doivent être plutôt des personnes à protéger. Il faut s'occuper, dit Chantal en ligne, écouter de la musique,
Moi, pendant ma convalescence, j'ai vécu le cinéma camerounais dont je n'avais jamais fini un épisode. Et un épisode, donc. Et à présent, pas de solitude, je continue la lecture. Ben voilà, la lecture, par exemple. Profitez-en. Moi, j'avais Carole qui en fait, qui témoignait l'autre jour en disant, pendant le temps de confinement, elle a perdu, je crois, peut-être 13 kilos, 17 kilos. En tout cas, je veux dire, pendant ce temps, il y en a d'autres qui prennent du poids. Je veux dire, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser ces moments. Vous pouvez, de la même chose, c'est souvent comme l'histoire du verre à moitié plein. Hein. C'est-à-dire que ça dépend comment vous problématisez la chose, de quel angle, avec quel œil vous vivez. Et ce que Dr Garnier nous dit, c'est que quelle que soit la situation que vous rencontrez, que ce soit de la maladie, qu'importe, n'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas de faire de manière à ce que l'énergie de la vie domine. Voilà. Nous avons des nouvelles de Douala, docteur Garnier. Omer qui nous dit que le Covid était mal réel et répandu dans le monde, mais après 2 mois au Cameroun, il a passé 2 mois au Cameroun. Au départ, ce fut la panique de la population face au coronavirus. Mais après, ils ont compris que la positive attitude et beaucoup d'optimisme contribuent à freiner. Attendez, je vais bien voir. Contribue donc à freiner, d'ailleurs, je vais le présenter là, ce sera plus facile pour moi aussi. Alors, que beaucoup d'optimisme contribue à freiner l'impact du coronavirus sur le territoire, d'où le taux de stress, de psychose relativement à la baisse comparé à l'Occident et autres continents. Peut-être aussi que les climats et boissons chaudes herbales jouent un rôle important dans la guérison des cas avérés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai envie de remercier, de vous remercier pour ce message, parce que c'est ce qu'on essaye de dire, hein, Alain, mais oui, effectivement, et là, c'est un très beau témoignage, hein, c'est effectivement la positive attitude et beaucoup d'optimisme contribuent à freiner l'impact du Covid-19 sur ce territoire et donc pourrait le faire partout. Hein. J'en suis convaincu. C'est vraiment ce message que j'ai envie de retenir et peut-être qu'il faut qu'on essaye de transmettre dans cette positive attitude, justement. Alors, c'est intéressant aussi cette question des herbes là, parce que bon, moi, je ne suis pas herboriste, je ne suis pas druide ni homéopathe, etc. Mais j'entends parler de ça et il y a quelquefois des choses simples. Hein. On parle du zinc, hein, par exemple, hein, mais pourquoi pas des herbes, des plantes, etc., bien choisies par des gens qui connaissent, évidemment, pour développer l'immunité. Je pense que ça peut être très, très précieux, des techniques, des méthodes traditionnelles comme ça. En tout cas, j'ai une solution hein, que je distribue d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas et qui le savent. L'artémisia, hein, c'est une solution qui n'est pas du tout, je veux dire, elle n'est pas hasardeuse, c'est un travail de laboratoire. Hein. C'est oui. des chercheurs, on le voit. Après, il y a des enjeux de lobby, on ne va pas perdre le temps avec, qui fait qu'on disqualifie telle méthode et non telle autre méthode. En tout cas, l'artémisia fonctionne très bien pour la prévention, ça vous accompagne sans problème, vous le savez. Et puis, ça, ce sont les produits du docteur Choubo, qui est une pharmacienne, hein, chercheuse. Et je l'ai fait venir, je l'ai fait parvenir dans tous les coins du monde. Ceux qui les consomment, ils savent très bien. Donc, l'efficacité de cela. Il y a justement ces solutions-là, docteur Garnier. Et revenons encore sur cette question d'optimisme. Voilà, Jacques, que je salue également, qui dit qu'il faut effectivement beaucoup d'optimisme. C'est un petit peu le message de ce soir d'Hervé. Et j'ai une remarque de Tanali Chouta, dont je ne vois pas quel est le lien avec Donald Trump, par rapport à quoi, je vois pas. Et Carole qui me confirme aussi que, effectivement, elle a perdu 18 kilogrammes pendant le temps du confinement. Donc, voilà, on peut le mettre à profit. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait, quand je rencontre des gens en prison, j'ai toujours tendance à leur dire cela. Sartre, le philosophe, l'existentialiste, il disait jamais, je n'ai jamais été autant libre que sous l'occupation allemande. Pour ceux qui connaissent, effectivement, quand la France
été occupée par l'Allemagne, c'est qu'elle était un état de stress. Hein. Pour nous, on ne peut pas l'imaginer. Bon, nous, on rencontre des situations pires, mais on tient. Mais pour des gens qui ne sont pas habitués à ce rythme de vie, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une prison. Mais il dit, il n'a jamais été aussi libre. C'est-à-dire parce que, quelle que soit la situation qu'on vit, on peut s'autoriser en tant qu'individu, dans son psyché, on peut s'autoriser de s'ouvrir à la vie, d'imaginer autre chose, de créer d'autres conditions et pour justement ne pas céder à une forme de décomposition mentale, non, docteur? Tout à fait, mais que la vie et l'amour, enfin, j'ai envie de dire, continue, continue d'exister. De toute façon, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, bon, j'ai envie de dire quelque chose d'un peu personnel, enfin, c'est pas par rapport à mon histoire familiale, hein, puisque tu parlais de la guerre là, avec Sartre. Hein, oui. Donc, pendant cette occupation-là, donc, en 1943, mes parents se sont mariés. Hein, et donc, il y avait l'amour. Hein, et ils ont eu leur aîné en 1944, donc pendant l'occupation. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que pendant cette période que évidemment, je n'ai pas connue, hein, qui a dû être extrêmement difficile, lourde, et aussi on devait se demander si ça allait s'arrêter un jour. Hein. Effectivement, oui. Ça a pris fin. Mais l'amour était là. Hein, l'amour était là, et la vie a pu continuer. Et ça c'est très important. Et c'est aussi avec l'amour et la vie qu'on sort de ces crises. Et donc, aujourd'hui, hein, qu'il en soit de même. Hein, il en est de même, d'ailleurs. Ça, c'est très important. Comme vous avez compris très bien, hein, vous entendez bien. Le Brigitte Bouddha, je vous salue, qui nous rejoignait, qui parle de la bonne attitude. La bonne attitude, justement, c'est ce qu'on appelle ici la positive attitude, une attitude positive. Et ce n'est pas, c'est pas juste de l'optimisme, je vais dire béat comme ça. Non, c'est vraiment parce que des choses sont possibles. On peut être heureux, je veux dire. Même face à un deuil, même face à une situation très, très difficile, il y a toujours des raisons d'espérer. C'est-à-dire que c'est comme vous pouvez perdre quelqu'un de très important, de très cher, mais au même moment, en vous, des souvenirs de beaux moments que vous avez vécus. Je veux dire, et ça vous habite et vous avez envie de chérir cela. Et c'est l'instant présent, d'ailleurs. On en parlait avec cette romancière que nous allons recevoir, qui va revenir bientôt. Moi, j'ai terminé son livre, il est magnifique. Et voilà, parce que nous recevons tout le monde ici, Hervé. Hein, ce sont des écrivains, des sociologues, ce sont des femmes de ménage. Moi, j'aimerais bien recevoir des femmes de ménage qui viennent nous raconter la meilleure façon de faire le ménage. Enfin, en tout cas, c'est un incubateur de solidarité, c'est un lieu d'échange de savoir. Ceux qui savent à quoi nous servons, ils sont absolument fidèles et ils nous aident à porter ce programme. D'ailleurs, je vous prie de partager dans différents réseaux parce que là, je suis bloqué, je ne peux pas partager plus. Comme je suis le seul, en fait, avec quelques-uns comme vous qui êtes là, qui partagions, donc, je partage seulement que Facebook m'a bloqué, je ne partage plus. Donc, ça dépend de vous maintenant. Et oui, tu parlais, Hervé, de cette nécessité de l'amour. D'ailleurs, nous allons terminer l'émission pour cette fois-ci par cela. Et tu viendras de temps en temps nous accompagner avec cette façon d'exprimer simplement les choses qui fait plaisir. Moi, je pense que je ne suis pas le seul à avoir éprouvé un bonheur à partager ce moment avec toi, à écouter. Et nous allons parler de beaucoup d'autres choses. On pourra parler de l'autisme, hein, tant c'est un tour. On pourra parler et surtout, on parlera de la folie, parce que c'est vraiment un vrai problème dans nos sociétés africaines. Nous l'attribuons toujours au mauvais sort, nous pensons toujours que c'est la faute d'un tel. Et surtout, nous ne savons pas prendre en charge. On a peur. On oublie que ce sont des malades qu'il faut les porter. Talani écrit, les Africains sont beaucoup plus libres, même dans la précarité. C'est aussi ça qui sauve l'Afrique. Ah oui, c'est vrai que, bon, voilà, justement, nous étions en train de parler des ressorts de cet optimisme, de cette
Parce que du coup, quand les Africains, c'est vrai que on peut nous reprocher, on a beaucoup de choses à régler chez nous, mais on a aussi quelques avantages qu'il faut considérer et chérir. Et c'est peut-être aussi, c'est ce que j'appelais une forme d'insouciance entre guillemets, hein, de prendre la vie tranquillement avec légèreté. Peut-être que c'est aussi ce rapport à la vie qui fait que les défenses immunitaires des Africains sont plus solides. C'est pas parce qu'ils ont une peau noire, contrairement à ce qu'on échafaudait, mais c'est simplement leur rapport aux choses qui leur confère une forme de défense immunitaire plus compacte, non? C'est tout à fait possible. À partir du moment où il y a, enfin, il y a une envie de vivre et il y a une confiance et il y a une joie de vivre, enfin, par exemple, qui peut s'exprimer par la musique, comme quelqu'un parlait tout à l'heure d'écouter de la Oui, musique. Euh, tout ça fait qu'une personne et un groupe de personnes et un peuple hein, va mieux passer à travers, hein, c'est certain, et va pouvoir faire, comme l'avait écrit quelqu'un tout à l'heure, faire d'une crise un tremplin vers quelque chose de. oui, c'est ça. Vers un renouveau, vers un progrès, quoi, en fait, une avancée. Oui, c'est ce que disait Carole, justement. Il faut en faire un tremplin. Mais il faut, pour que ce soit, pour ce faire, il faut se mettre à l'œuvre. Franchement, j'ai envie de réinsister là-dessus, docteur, et nous allons terminer peut-être effectivement avec la question de l'amour. L'amour qui consiste à choisir de poser des véritables gestes. Il ne suffit pas juste de professer. Il ne s'agit pas juste de dénoncer. C'est-à-dire que pour dénoncer l'amour, mais il faut le vivre à travers le don de soi, c'est-à-dire le don pour recevoir. C'est-à-dire qu'en développant des projets comme celui que nous développons ici, vous, chacun, il peut développer, comme dirait Voltaire, il faut cultiver son jardin. Chacun peut améliorer. Si vous faites déjà bien chez vous, forcément, ça va fleurir tout le quartier. Donc, je veux dire, c'est en multipliant des initiatives concrètes. Hein. Je veux dire que c'est par exemple en vous décidant d'appeler des gens que vous n'avez pas l'habitude d'appeler en cette période, par exemple. Vous voyez, au lieu de nous refermer, parce que comme on a dit en début d'émission, cette situation, ce moment est très difficile parce que même des réflexes d'ouverture que les gens avaient s'en trouvent en voie de disparition à leur insu. Voilà. Je vous racontais comment j'ai appelé une personne, elle me dit, ah oui, c'est vrai que je me rends compte que, en fait, même des coups de fil, je ne téléphone plus comme aux gens comme je téléphonais avant. Et pourtant, on est relativement moins occupé. C'est ça le problème. Et nous nous enfermons, on rentre, on regarde la télé. Ah oui, docteur, avant de conclure avec la question d'amour, je voudrais vraiment qu'avec ton regard, on puisse dire aux gens, vous ne mourrez pas de ne pas regarder la télé. Voilà. Surtout, vous savez déjà, vous savez déjà que vous êtes fragile, vous êtes sensible, mais évitez donc de vous exposer aux sources d'angoisse. Quelle est cette tendance aussi que nous avons à nous exposer à ce qui nous fait du mal, docteur? C'est complexe. En tout cas, c'est certain que n'a pas besoin alors, il y a un côté, il peut y avoir dans cette tendance qu'on peut avoir, et moi y compris, hein, quelque chose d'un peu morbide, mortifère, une espèce de tendance mortifère, morbide à vouloir regarder ce qui en fait ne nous fait pas bien, pas du bien, hein, mais c'est évident qu'on n'a pas besoin d'être au courant à l'heure ou au jour le jour de tout ce qui se passe. Ça ne sert à rien parce qu'on nous assène des chiffres, etc. Enfin, moi, prenons de la distance par rapport à ça. Franchement, après, qu'on tienne un tout petit peu au courant, à minima, savoir si le vaccin a un intérêt ou pas, enfin des choses qui peuvent avoir un intérêt concret, quoi. Hein. Mais à minima, ça oui, mais non, il faut faire autre chose. Il vaut mieux regarder, il vaut mieux écouter de la musique que d'écouter les infos tous les soirs, parce que là, effectivement, oui. Mais peut-être que ça peut demander aussi un effort, effectivement, de décrocher de ça. Hein, Là, me fait rire encore plus parce que ça me fait remonter des souvenirs d'enfance, ce côté morbide. En tout cas, que nous avons à vouloir voir ce que nous ne voulons pas voir, en fait. Et bon, cela, je pense que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent,
peuvent savoir cela. Donc, il faut être capable de refréner ça, ce désir de nous exposer à quelque chose qui nous produit du mal. Parce que souvent, nous en sommes bien conscients, mais nous nous exposons. Il me venait comme ça, juste comme quand nous, quand j'étais plus petit, plus jeune, avec les autres, en fait. Nous, on est des enfants du village, donc sur le chemin du champ, notamment pendant la récolte, hein, pendant les mois de récolte, le maïs, là, les gens mangent beaucoup et puis sur le plan gastrique, ça ne tient pas. Hein. Et puis, donc, il était facile de trouver que les gens avaient déposé quelques décharges de leurs excès de la veille sur le long de la route, quoi. Et bon, il y avait des endroits comme ça, effectivement, on voyait des tas de sel. Bon. Et c'est drôle parce que justement, je me faisais cette réflexion déjà jeune enfant ou adolescent en tout cas. Je me disais, mais c'est pas possible. En fait, nous passons en tournant presque la tête parce qu'on sent qu'il y a des mauvaises odeurs et je ne veux pas regarder ces scènes parce que je pourrais vomir, ça pourrait me dégoûter et puis je pourrais pas manger le soir. Mais il y avait quand même cette force morbide en nous qui te poussait quand même à guetter un peu. Je guette vite fait, mais t'as dit à guetter. Il fallait pas. Il fallait pas. Donc, c'est pour ça que ça me faisait rire. Je me dis, chaque fois, je n'y arrivais pas. Je dis, non, non, il faut pas que je regarde. Après, on guette, on dit, ah, bon, faut pas voir. Ou des gens disent, ah non, non, j'aime pas voir les cadavres parce que je vais mal dormir, mais ils guettent quand même un petit peu. Donc, voilà. C'est pour vous dire ce que dit Dr Garnier, c'est qu'il faut certainement que nous luttions aussi contre cette tendance inconsciente qui nous habite, cette tendance morbide que nous avons, peut-être c'est ce côté-là, dit-il, à nous exposer à quelque chose qui nous apporte rien. C'est comme vous pouvez vous exposer pendant de longues heures à regarder des émissions ou même des lives qui ne vous servent à rien. Vous savez très bien que ça vous sert à rien d'entendre des gens s'engueuler, d'entendre des gens insulter, d'entendre des gens migrer. Mais vous savez que ça ne nous apporte rien, mais vous regardez quand même. Bon, c'est votre choix. Mais de temps en temps, exposez-vous aux sources positives, comme à ce programme que nous avons eu vraiment le bonheur de vous partager. Et je laisse Dr Garnier conclure, et on le retrouvera bientôt, sur donc le fait que tout ce qu'il a dit ce soir, cette projection vers l'avenir, cette énergie de vie se traduit par un seul mot, par capacité d'aimer, de faire que c'est l'amour qui va nous faire triompher. C'est un grand mot, c'est un gros mot, mais malheureusement, on est obligé de concevoir que c'est bien ce qu'il nous faut, non? Tout à fait. Effectivement, continuons d'aimer la vie, de nous aimer, d'aimer la vie, et restons confiants. Quoi. Voilà, j'ai vraiment envie de conclure là-dessus. Hein. Restons confiants et confiants à la vie. Voilà. Peut-être faire court. Hein, mais... Très bien. Merci beaucoup, docteur Garnier. On se dit à bientôt. Merci beaucoup, Alain, et merci à toutes les auditrices et les auditeurs. À bientôt. Voilà. À bientôt avec avant plaisir. de libérer docteur Garnier, je voudrais juste vous dire que demain, nous sommes là, nous allons parler de quelque chose d'assez grave, d'assez difficile avec Kani Kouyaté. Demain à 18h30, nous parlerons de l'excision. Nous parlerons de cette exclusion des jeunes femmes et de la tradition et comment faire que la vie, voilà, l'amour, justement, est-ce que c'est véritablement la culture vous voulez? Est-ce que c'est au service de l'homme? En tout cas, c'était magnifique. Bon, il s'en est allé, c'est très bien. Et on a passé un moment fantastique avec lui grâce à vous. Danali, je crois que les gens ne sont pas authentiques. C'est pour cela qu'on appelle plus beaucoup les soi-disant amis. Ça montre aussi la vraie personnalité des êtres humains. Oui, probablement. En tout cas, c'est un travail. On nous invite à être en route, à être en route. Il faut se mettre au travail. C'est un exercice. Ce n'est pas juste l'idée. Il faut le traduire et ça suppose quelques renoncements, quelques sacrifices et la capacité de donner et aussi la capacité de recevoir. Oui, il faut savoir aussi recevoir. Parce que donner, parce que parfois nous avons l'impression que nous donnons beaucoup. Alors que non, nous sommes en train de recevoir. Et également, nous oublions aussi de recevoir. Voilà. Bien recevoir est aussi une forme de gratitude. C'est un petit peu comme ça que nous allons vivre cette
cette période hein, avec beaucoup d'optimisme, comme nous conseillait Dr Garnier. Je vous remercie et je souhaite que vous partagiez cela dans différents réseaux et que nous ayons de plus en plus de gens qui se joignent à nous pour porter ce projet qui, j'espère, est utile, vraiment concrètement utile aux uns aux autres. C'est le but, hein, sinon, c'est pas la peine. Si cela ne vous est pas utile, pas de problème, passez votre chemin, mais avant de passer le chemin, faites la passe à quelqu'un parce qu'il y aura toujours quelqu'un à qui ça peut plaire. On dit chez moi que vous ne voyez bon que nous mettons avant de jeter le haricot pourri, demander aux voisins, peut-être c'est son goût. À demain, 18h30 avec Canicater. Il sera 17h30 en temps universel et puis vous calculez l'heure chez vous. C'est un sujet très important, aussi sérieux, comme tous les autres d'ailleurs. C'était un vrai bonheur d'être avec vous encore. On se dit à demain. Dame,